Monsieur Choucair, je vous présente Monsieur le maire de Saint-Aubin. Bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Choucair, bienvenue à Saint-Aubin. Merci d'être présent pour votre déambulation dans le village. Et Kevin Forêt qui va vous accompagner dans votre pérégrination à Tavaux et à Saint-Aubin. Bonjour monsieur Forêt. Bonjour monsieur Choucair. Monsieur Choucair, pourquoi avoir choisi cette carte pour présenter le village de Saint-Aubin ? Eh bien parce qu'en archéogéographie, nous cherchons toujours la particularité ou les particularités d'un plan qui vont nous permettre de poser des questions et éventuellement d'apporter des réponses. Ici, le plan de Saint-Aubin montre deux particularités. D'une part, la dispersion de l'habitat. J'ai reporté sur le plan cadastral de 1825, le tableau d'assemblage, j'ai reporté en couleur les différentes zones d'habitat historiques. Et la deuxième particularité, c'est que le carrefour principal de Saint-Aubin, à Sainte-Anne aujourd'hui, est en dehors du bourg historique, là où se trouve l'église, là où se trouve la mairie, là où se trouve le château. La question, c'est pourquoi ? Kevin, vous savez où est-ce qu'on est ? Alors nous sommes sur le site du Mazeret qui, je crois, correspond à un ancien site romain et vraisemblablement le plus ancien établissement de Saint-Aubin. En effet, mais ce n'est pas un site comme les autres. Ce n'est pas une villa romaine, ce n'est pas une agglomération au sens propre, il n'y a pas d'habitation comme on pourrait s'y attendre. C'est un site d'entrepôt. On a découvert ici au Mazeret, et notamment dans tous les champs que l'on voit ici, on a découvert de très grands bâtiments dont la charpente était soutenue par des piliers et qui représentent une surface potentielle de stockage absolument considérable. On ne voit pas quelle autre explication il pourrait y avoir. Et si on fait le total des possibilités de stockage, on a ici 4000 à 4500 mètres carrés de stockage. Et si on ajoute le stockage possible dans toutes les grandes villas qui sont tout autour de nous, notamment à Molay, à Champ-d'Hiver, à Geuvry, à Choiset, etc., on a un potentiel de stockage de 12 000 à 13 000 mètres carrés. On ne fait pas de tels entrepôts uniquement pour les besoins de la population locale. C'est trop disproportionné. Donc, l'explication, nous l'avons longtemps cherchée, et aujourd'hui, on a une piste. Parce qu'on a découvert en même temps que cette région, et notamment ici, entre Saint-Aubin et Tavaux, il y avait des sites qui s'étaient spécialisés dans la fourniture de petits mobiliers pour l'armée romaine. Est-ce que le carrefour de Sainte-Anne a conduit à l'installation d'un habitat ancien ? Oui, vraisemblablement, on est sur la grande route du sel et on a une transversale. Manifestement, le carrefour a joué un rôle polarisant et il a développé cette enveloppe qu'on voit très très bien dans la forme du parcellaire et qui manifeste le fait qu'il y a eu ici un habitat. D'ailleurs, des fouilles qui ont eu lieu il y a quelques années ont fait la démonstration qu'il y avait une présence du XIIIe siècle au nord du carrefour. Donc, c'est un indice supplémentaire. Mais on a également des indices, également par des éléments archéologiques, comme quoi il y a eu vraisemblablement un habitat du haut Moyen-Âge à Sainte-Anne. Donc, puisque nous sommes ici dans le centre du bourg, il s'agit encore d'une nouvelle enveloppe. Oui, et même de deux enveloppes, puisque non seulement on a l'ovale formé par la dérivation du Cleux qui donne cet aspect ovalaire à Saint-Aubin, mais en plus, on a l'enclos qui entoure la motte castrale, parce que le château était entouré d'une basse-cour, et donc il y avait un enclos, et les deux enclos sont accolés. Donc on a deux enclos. Mais c'est pas tout. Quand on zoome sur le site de Saint-Aubin, on s'aperçoit qu'au centre de cette enveloppe de forme ovale, il y a un dessin des rues qui est tout à fait orthogonal, et qui est basé sur la route principale. Donc ce dessin orthogonal signifie que Saint-Aubin est une fondation qui doit se situer entre le XIIe et le XIVe, puisque c'est l'époque où l'on faisait ces dessins de Villeneuve et de Villefranche, et où on faisait des dessins quadrillés, parce que c'était le plus simple. Et donc, quels sont les éléments qui peuvent abonder dans ce sens et apporter une preuve de tout ça ? Finalement, ils sont assez nombreux et assez cohérents. On a le fait que les deux seigneurs, Alix de Méranie et Hugues de Vienne, choisissent de développer Saint-Aubin pour capter la richesse de la route du sel.
Ensuite, on a le fait qu'ils accordent des franchises à la communauté villageoise en 1293. On a le fait que le plan est régulier et on a le fait qu'en 1345, c'est tardif, hein, ils fondent un château justement pour contrôler cette route sur un plan militaire, pour avoir véritablement la mainmise sur la route. Alors tout ça forme un ensemble extrêmement cohérent et en plus, là encore, des fouilles qui ont eu lieu rue du 11 novembre près du cimetière ont fait la démonstration qu'il y avait une occupation des 13e, 14e siècles. On vient de voir la dispersion historique de l'habitat à Saint-Aubin. Qu'en est-il de la dispersion actuelle? Comme on peut le voir sur cette image de satellite, de nombreuses dents creuses sont sur la commune de Saint-Aubin qui peuvent expliquer une urbanisation future pour les 20 années qui vont arriver. Dents creuses, c'est une expression que vous employez à titre d'image ou bien est-ce que c'est une expression administrative? C'est une expression qu'on utilise dans le PLUI du Grand Dol, expliquant ces espaces non urbanisés. Merci, monsieur le maire. Qu'est-ce que cette rue Croix d'Amont, une rue somme toute assez étrange puisqu'elle comprend une route, une piste cyclable, un parking et une autre route, tout ceci à l'écart du village, entre le village et les champs. Eh bien, c'est ce que nous aimons observer en archéogéographie, que la fondation de Tavaux, c'est une fondation qui a joué d'une particularité qui était le passage de l'ancienne voie romaine, qui est un petit peu plus à notre droite. Et le village médiéval s'est installé sur la voie romaine. Un seigneur a décidé de construire son château sur une motte et l'enclos de sa basse-cour débordait sur la voie. Il n'a pas coupé la voie, mais il la contrôlait. Tous ceux qui passaient là étaient obligés de payer des taxes. Évidemment, très vite, on s'est aperçu que c'était une difficulté, d'où l'idée de contourner Tavaux, d'avoir un contournement beaucoup plus logique. Et à côté de la motte de Tavaux et de son enclos, on a vu se construire un tout petit noyau villageois autour de l'église actuelle, avec une légère plus grande densité de l'habitat que par rapport au reste de l'habitat. Et cet ensemble, le noyau villageois et la motte et sa basse-cour, ont formé le village médiéval de Tavaux. D'ailleurs, il faut rappeler que Tavaux n'est pas une agglomération à l'époque romaine. Il y a beaucoup de monde le long de la voie, et notamment beaucoup de nécropoles. On a fouillé 2 très grandes nécropoles très intéressantes, le long de la voie au sud et au nord de Tavaux, mais il n'y a pas d'agglomération proprement dite. Il y a une circulation, il y a du mouvement, il y a des voies d'accès aux grands domaines ruraux qui se trouvent un petit peu plus à l'est et au sud-est, comme par exemple les 2 grandes villas romaines de Molay, mais il n'y a pas à proprement parler d'agglomération. Le long de la voie romaine, à l'époque romaine, on expose surtout les morts. Donc nous sommes ici dans la cité Solvay. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la création de cette cité ? Eh bien, dans la cité qui se trouve juste en confront de l'usine, la cité elle est née dans les années 1920 et elle a représenté une acquisition foncière considérable, des milliers d'hectares par l'usine, par la direction de Solvay à Bruxelles. Et la direction a décidé de fonder ici une cité-jardin, c'était la mode à l'époque, pour permettre le logement de la totalité du personnel de l'usine. Et elle a pour cela donc créé un espace extraordinaire dans lequel on ne mesure pas l'emplacement, on ne mesure pas l'espace, on fait en quelque sorte une extension invraisemblable de l'habitat. Et donc, quel est le rapport entre cette cité et le reste du village ? Eh bien, justement, il n'y a pas de rapport, parce que les fondateurs ont voulu que la cité Solvay, la cité de l'usine, soit indépendante et qu'elle soit en quelque sorte insérée dans le milieu rural dont Solvay venait de faire l'acquisition. Ce qui fait que le milieu rural
environnant a servi en quelque sorte de cocon pour isoler encore un petit peu plus la cité et la couper du vieux village de Tavaux, ce qui fait qu'il y a eu longtemps un hiatus entre la cité et le village. Alors ça, c'est toute une idée, c'est toute une représentation spatiale et sociale que l'on avait à l'époque, c'est-à-dire celle d'un paternalisme très développé, allant jusqu'à la notion de cocon. On protège, on enserre, on donne du travail, on donne des avantages sociaux considérables, on donne des salaires nettement plus élevés, sensiblement plus élevés que ceux qu'on donne dans les industries de la région, mais on isole. Et alors comment peut-on remarquer ces différences sociales à l'intérieur de la cité? Eh bien tout simplement à la disposition d'ensemble de la cité, puisqu'elle associe mais différencie les quartiers de cadres, de directeurs, de cadres, d'ingénieurs, d'agents de maîtrise et d'ouvriers, et en plus à l'architecture. Toutes les maisons de la cité sont jumelles. Il y a toujours 2 habitations dans chaque maison. Mais entre les grandes maisons de directeurs comme celles que nous avons derrière nous ou les maisons des ouvriers, il y a toute une gamme avec de subtiles petites différences architecturales qui font que l'on sait, en voyant la maison, on sait à qui on s'adresse. La cité Solvay, c'est un parti pris de lisibilité sociale. Il faut que les rapports sociaux soient parfaitement lisibles et que la cité reproduise en quelque sorte les rapports sociaux qui fonctionnent à l'intérieur de l'usine. Voilà, exactement. D'accord. Et donc, que retenir de cette particularité de la cité Solvay? Eh bien, en tant que projet du XXe siècle, la cité, c'est la volonté de créer une cité-jardin géométrique et non pas avec des rues curvilignes comme ce serait le cas si par exemple on était en Angleterre. C'est d'autre part la volonté de lisibilité dont je viens de parler. Et enfin, c'est l'idée de ne pas créer une ville. Par exemple, dans la cité, chercher les commerces. Et chercher où quelqu'un aurait-il pu installer un commerce. On l'a bien tenté, on a bien essayé, mais ça ne va pas. Aucune maison n'est faite pour accueillir, pour abriter un commerce. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose de très particulier. On fait une cité qui n'est ni un village, ni une ville. C'est vraiment un projet urbanistique tout à fait original, à part. Monsieur le maire, expliquez-nous ce qu'a été l'action de vos prédécesseurs et la vôtre pour réunir le vieux village de Tavaux et la cité Solvay. Et imaginez le travail de ces équipes qui se sont succédées au fil du temps depuis presque une décennie. Il s'agissait de renouer 2 quartiers. Le premier qui est le village ici, d'un millénaire, et puis la cité qui venait d'arriver. On a encore des dents creuses que nous cherchons à remplir. Et aujourd'hui, la dernière pièce du Pulse, j'ai envie de dire, qui vient s'intégrer dans toute cette urbanisation qui est la Vullardière, dans laquelle on retrouve la nouvelle gendarmerie qui vient d'être construite et aménagée. En 2029, ce sera le centenaire de l'usine Solvay. Est-ce que pour vous, c'est une page qui se tourne ou bien une mémoire qui se transforme? Comment vous voyez ce centenaire? Alors c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. C'est vrai que l'arrivée de Solvay, de l'implantation de l'usine, de la cité, etc., a eu un impact majeur à différents niveaux, au niveau de l'urbanisation certes, mais aussi au niveau du social, des activités qui s'y sont développées, etc. Ce qui a permis une grande richesse associative sur le territoire. Aujourd'hui, la mondialisation fait que l'industriel se concentre plus sur son outil de travail et se dessaisit progressivement du côté paternaliste qui existait il y a un siècle auparavant. Autrement dit, de la cité et de l'immobilier. Exactement. Donc aujourd'hui, le parc immobilier de la cité, c'est vrai, a tendance à se tourner vers des promoteurs ou des particuliers. Et puis même les bâtiments qui abritent encore des associations sportives, sociales, culturelles, etc. Tous ces services-là vont continuer à perdurer, sauf qu'ils sont pris en charge maintenant par la collectivité. Donc c'est la collectivité qui se substitue en fait à l'industriel. Bon, c'est un peu le sens de l'histoire comme on voit un peu partout en France et dans la logique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Merci, monsieur le maire. Finalement, les 2 histoires se ressemblent, que ce soit à Saint-Aubin au XIIIe siècle ou que ce soit à Tavaux au XXe. Et l'archéogéographie permet de comprendre comment cela a pu advenir. Elle explique notamment pourquoi
l'espace de Tavaux est saturé, alors que l'espace de Saint-Aubin reste profondément dilaté.